Rodania, plus que le temps. L'heure effectivement d'un dernier rendez-vous avec l'actualité. Les informations nous sont présentées ce soir par Véronique Fouillat. Voici le Soir Info. Bonsoir à tous. Ce n'est pas la première fois, loin s'en faut, que nous vous parlons d'une possible libération des otages belges du Silco. Cette fois pourtant, tous les espoirs sont permis et les derniers obstacles semblent avoir été aplanis. Les représentants de la Volksuni, qui étaient partis en Libye au début de la semaine, ont finalement rencontré le colonel Kadhafi. Le chef d'État libyen leur a promis de contribuer à la libération des Houthkins tout en affirmant ne pas connaître le ravisseur. Or, de tels propos avaient déjà précédé la libération des Valantes. Je vous propose de les écouter, suivi du commentaire de Catherine Brahi. En ce qui concerne la famille qu'a cité la délégation belge, je n'ai pas les informations complètes, suffisantes à leur égard, mais je déploierai tout effort nécessaire pour contribuer à leur libération, si je peux le faire. En promettant de faire ce qu'il peut pour obtenir la libération de nos otages, le colonel Kadhafi apporte à la famille Houthkins la meilleure nouvelle qu'elle ait reçue depuis le début de sa détention. Il faut se souvenir que c'est une déclaration similaire qui avait précédé de quelques semaines la libération de la Française Jacqueline Valente et de sa famille. Et que les deux petites filles de Jacqueline Valente, Marie-Laure et Virginie, n'avaient été libérées en décembre 88 qu'après une intervention dite humanitaire du colonel Kadhafi. Les Houthkins sont disparus en bateau au mois de juillet 85 et ce n'est qu'en octobre 87 que l'on a appris par Walid Khaled, le porte-parole du Fatah Conseil révolutionnaire, que son groupe les détenait comme otages. Certains affirment aujourd'hui qu'ils seraient en fait prisonniers en Libye. Le colonel Kadhafi serait donc particulièrement bien placé pour dispenser ses largesses. Pour le séduire, le gouvernement belge a donc finalement donné le feu vert, il y a 15 jours, à un accord cadre de coopération avec la Libye. Et depuis le mois de juillet dernier, le terroriste palestinien Saïd Nasser, enfermé à la prison de Louvain, est légalement libérable. Il n'y aurait donc plus aujourd'hui d'obstacle à la libération des Houthkins. Et nombreux sont les politiciens belges qui espèrent secrètement apparaître comme les artisans de leur liberté. Une réalité dont se joue avec délectation le colonel Kadhafi. Le président de la Volksuni, Jaak Gabriels, et le sénateur du même parti, Hans de Belder, auront donc finalement pu rencontrer Kadhafi. Ils ont réussi à lui arracher une promesse, après avoir fait le pied de grue pendant une semaine à Tripoli. Ce premier succès est certainement obtenu aux grandes dames de Jan Hollands van Loek, l'émissaire en Libye du ministre des Affaires étrangères Mark Eskens. L'homme est décidément peu doué pour la discrétion. Il s'était déjà fait piéger à Beyrouth par le terroriste Walid Khaled, qu'il avait dû rencontrer devant les caméras. Aujourd'hui, il était lui aussi à Tripoli. Il serait reparti très vite, mais lui, sans avoir rencontré personne. Mark Eskens regrettait tout à l'heure que Jan Hollands van Loek ait été vu dans la capitale libyenne. Restent notamment les socialistes. C'est Robert Urbain, le ministre du Commerce extérieur, qui signera l'accord cadre de coopération avec la Libye. Cette signature s'effectuera dans le courant du mois de janvier à Bruxelles ou à Tripoli. À cette occasion, le ministre n'exclut sans doute pas un geste de reconnaissance des Libyens. Mais derrière ces calculs sordides se joue le sort tragique d'une famille, détenue depuis maintenant au moins 3 ans et demi. Un drame humain qui, lui, ne semble tracasser personne. En ce qui concerne la crise du Golfe, aucun élément de détente enregistré ce week-end, c'est la guerre des communiqués qui se poursuit. Dick Cheney termine sa tournée en Arabie Saoudite et déclare qu'on se rapproche d'une solution militaire. Quant au ministre irakien de la Défense, il affirme que les Américains vont voir la terre brûler sous leurs pieds. Les développements de ces dernières heures avec les commentaires d'Éric Silence. Une partie des troupes américaines stationnées dans le Golfe a été placée en état d'alerte. L'état-major craint en effet une attaque irakienne lors des fêtes de Noël. Le secrétaire à la Défense, Dick Cheney, vient d'effectuer une visite des troupes US en Arabie Saoudite. Son séjour a été marqué par une escalade de propos belliqueux. Vendredi, Dick Cheney affirmait que la guerre était de plus en plus probable. Hier, il déclarait que les troupes américaines seraient prêtes aussitôt après le 15 janvier. La réponse irakienne n'a pas traîné. Bagdad a affirmé ce matin que les forces irakiennes sont prêtes à écraser toute agression. Cheney et ses collaborateurs verront comment la terre brûlera sous leurs pieds, a clamé le ministre irakien de la Défense.
Son homologue américain, entre-temps, a quitté l'Arabie Saoudite pour le Caire. À l'issue d'un entretien avec le président égyptien Moubarak, il déclare que l'on se rapproche d'une solution militaire et adresse un nouvel avertissement à l'Irak. Un recours aux armes de destruction massive entraînerait une riposte écrasante et dévastatrice des États-Unis. On retiendra aussi une triple élection en Yougoslavie, des législatives en Serbie et au Monténégro, et puis un référendum sur l'indépendance en Slovénie. C'est la plus développée des républiques yougoslaves et c'est aussi la première qui avait organisé des élections libres en avril dernier. L'avènement de la démocratie en Yougoslavie a provoqué une résurgence des courants nationalistes. Et ce week-end a été marqué par une série d'événements politiques aux enjeux très variés dans la plupart des républiques de la Fédération. La Slovénie, la plus riche et la plus libérale, vivait aujourd'hui un important référendum. Les électeurs doivent dire s'ils souhaitent que la République demeure yougoslave ou devienne un État indépendant. Les derniers sondages donnaient plus de 92% de oui à l'indépendance. On votait aussi en Serbie pour le second tour des législatives et au Monténégro pour les présidentielles. Dans ces deux républiques, on s'attend à une victoire des dirigeants communistes. En Bosnie-Herzégovine, au contraire, c'est le leader nationaliste musulman qui a été élu président hier. Au même moment, la Croatie proclamait officiellement une nouvelle constitution qui l'engage dans la voie de l'indépendance. Des négociations doivent prochainement réunir les dirigeants des 6 républiques pour transformer profondément la Yougoslavie. En cas d'échec, la fédération risque de voler en éclats. Les Slovènes, par exemple, ont déjà indiqué qu'ils songeaient mettre en circulation une monnaie et un passeport propres à leur république. En Union soviétique, pendant ce temps, et 4 jours après la démission d'Edouard Shevardnadze, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés devant la mairie de la ville. Un rassemblement organisé à l'appel de mouvements réformateurs et qui entendait mettre en garde contre les dangers d'une dictature militaro-communiste. La manifestation s'est apparemment déroulée sans incident, alors qu'hier soir, le maire de Moscou était intervenu à la télévision pour dissuader les moscovites de manifester aujourd'hui. En bref, le séisme au Costa Rica dont nous vous parlions hier, il aura finalement fait 350 blessés, en plus de très lourds dommages matériels. Ce tremblement de terre a affecté la capitale, mais aussi 2 villes voisines, dans une moindre mesure. Chez nous, cette information surprenante publiée par le quotidien Le Jour Le Courrier. La région de Verviers va-t-elle devenir l'un des plus grands centres européens de télévision? C'est en tout cas l'objectif des promoteurs d'Euratel. Ils s'installeraient dans l'ancien préventorium de Limbourg et transmettraient des programmes en 4 langues à destination des 5 continents. Explication Dominique Demoulin. Une sorte de gigantesque paquebot échoué en pleine campagne, voici l'ancien préventorium de Limbourg abandonné depuis 10 ans. L'objectif de Noureddine Ferjani et de Jules Claes, les 2 promoteurs d'Euratel, est aujourd'hui de lui redonner vie grâce à la magie du petit écran. Dans un premier temps, en doublant des programmes TV en 4 langues, destination le monde entier, rien de moins. Nous avons noué des contacts aussi pour pouvoir faire des émissions par satellite en direction du monde entier, non pas vers le monde arabe, comme certains l'imaginent, mais envers tous les continents. Des séries TV, des documentaires et même un journal télévisé, le projet Euratel est pour le moins ambitieux. Mais pour le concrétiser, il y a encore bien du chemin à parcourir. Le bâtiment, idéal selon les promoteurs, appartient toujours à la province de Liège. Coût de sa restauration, quelques 120 millions. Coût des équipements de base, 500 millions minimum. Nous avons aussi dans ce domaine des gens qui sont intéressés, des financiers, des banquiers, etc., qui sont intéressés à participer par leur argent à ce projet qui est, notre avis, après une très très longue étude qu'on a fait sur ce projet, est un projet qui serait très très bénéfique pour tous les participants et pour tous les actionnaires. Les 2 promoteurs d'Euratel possèdent une expérience des médias, mais cela suffira-t-il à convaincre des investisseurs potentiels? Si oui, d'où viendront les capitaux? Sur ce point essentiel, tout reste flou, très très flou. En sport, de révélation en démenti, l'information a finalement été confirmée en tout début de soirée. Raymond Goutal sera bien le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il succédera donc à Franz Beckenbauer dès le 2 janvier. Ces premières déclarations ont eu lieu sur notre antenne, c'était à 19h. En voici l'essentiel. Mon rôle sera le rôle que j'avais à Bordeaux. Le rôle que j'ai toujours rempli dans tous les clubs où j'ai été. Bon, celui de sélectionneur, d'entraîneur à part entière. J'ai la responsabilité de l'équipe sur le plan des entraînements, sur le plan de la sélection. Donc il n'y a pas
Je ne vois pas d'autre solution. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette proposition? Pourquoi l'accepteriez-vous? Mais, vous savez, j'aime bien les défis. Hein. Vous savez, aller quelque part où il n'y a rien à faire, où il n'y a rien à gagner, ce n'est pas dans mon tempérament. Ici, il y a quelque chose à prouver, s'il y a moyen, parce que c'est au plus haut niveau. Vous savez, bon, quand on veut gagner la Coupe des Champions, vous savez, comme on dit, il faut du répondant. Bon, il y a du répondant, quant à savoir si on va y arriver, ça c'est un autre but. Et puis, deuxièmement, il faut toujours que vous soyez encore toujours champion de France. Hein, c'est parce que, bon, il tiendrait à être 3 fois champion de France consécutivement parce que ça ne s'est jamais passé en France. Tapie voulait un entraîneur de réputation européenne, connaissant bien de surcroît le football français. À 67 ans, Goethals a acquis une solide réputation de grand technicien du ballon rond. Cet ancien gardien de but est devenu entraîneur à 33 ans et depuis son départ des Girondins, il attendait un nouveau défi. Sans portrait par Marie-France Muchant. Chaque journée a son anecdote. Vous connaissez le phénomène Goethals. Et oui, Raimundo, un véritable monument du football. Ce forestois de naissance reste et restera encore longtemps le personnage le plus fascinant de notre football. Le championnat, la Coupe de Belgique, la Coupe des Coupes, la Supercoupe, Goethals a tout gagné ou presque. Le ballon rond, c'est sa vie. Un jour, on croit à sa retraite, mais c'est bien mal le connaître. Qui dit Goethals pense obligatoirement Martin Lippens. Ces deux hommes-là ont fait un sacré bout de chemin ensemble. Quand lui avance un mot, moi j'ai le deuxième qui est prêt pour que ça marche et c'est comme ça dans le travail aussi. En 88, Anderlecht est à la dérive. Constant Van den Stock rappelle d'urgence Raymond Goethals. Il revient au Parc Astrid 10 ans après avoir remporté la Coupe des Coupes. En 3 mois, il remet sur les rails la phalange anderlechtoise. Les mauvais blancs ont une 4e place UEFA en championnat et le 28 mai remportent la Coupe de Belgique. À 69 ans, Raymond Goethals est un des entraîneurs les plus courtisés. Lorsqu'on lui téléphone de France, ce n'est pas pour lui dire que le ciel est bleu. La Gironde l'avait appelé en 80, 10 ans plus tard. Décidément, 10 est un chiffre clé pour Raymond. Il remet le couvert à Bordeaux. C'est la vie de château. Pédicure, salle de massage. Et un peu plus loin, vous avez donc le cabinet médical. Le sorcier, avec son accent truculent, séduit, mais il séduit toujours par sa connaissance du football et par son sens du dialogue. Il débarque une seconde fois en Gironde dans un contexte de crise. Avec 10 nouveaux joueurs recrutés, il parvient une nouvelle fois à retourner la situation. Dans sa carrière, Raimundo a tout vu, tout connu. Il a débuté comme gardien de but, a entraîné des clubs comme Warem, Saint-Tron, Anderlecht, Standard, Bordeaux. Il a assuré la qualification des Diables Rouges pour le mondial de 70. Raymond, quand le vin est tiré, il faut le boire. Mais attention, le vin rouge ne se marie pas avec la bouillabaisse. Les 88 alors, hein. C'est une pipette. Inqualifiable et nous parlons toujours de football et plus précisément du championnat de France. Hier soir, Toulon recevait le Paris Saint-Germain. Peu avant la mi-temps, on en était à 0-0. Le juge de touche s'est écoulé après avoir reçu un projectile métallique sur la tête. Son état n'inspire à présent plus d'inquiétude, mais le Stade toulonnais pourrait être sanctionné pour l'attitude inqualifiable, je vous le disais, de ses supporters. En Coupe de Belgique, par contre, on retiendra des éléments purement sportifs et c'est tant mieux. La victoire de Beveren face au Standard, c'est une surprise, mais aussi une désillusion pour les supporters du club de Sclessin. Yves-Étienne Massard. Beveren Standard débute sur un coup de théâtre. Après moins d'un quart d'heure, Van Vossum se fait accrocher par Thierry Siquet. La faute dite professionnelle et nécessaire vaut un ticket de sortie prématuré aux défenseurs liégeois. Réduit à 10, le Standard passe même à côté de la catastrophe à la demi-heure lorsque M. Pirot omet, semble-t-il, de siffler un pénalty en faveur de Beveren. Il faudra attendre la seconde mi-temps pour voir de réelles occasions. Buyens joue en relais avec Van Ham, Gilbert Bodard sort parfaitement et du bout des crampons empêche le ballon de terminer dans son but. La seule occasion du Standard survient à la 70e minute, mais la volée de Van der Smissen est dégagée à même la ligne par un défenseur westlandien. Beveren repart à l'attaque et Gilbert Bodard est tout heureux de capter en 2 temps un tir tendu de Gary Pop.
À un quart d'heure de la fin, Van der Heyden rabat en un temps une longue transversale en plein dans la foulée de Van Ham qui sans peine fait 1-0. Le Standard est KO debout et sur une nouvelle transversale de Bellick, Gary Pope, encore lui, se heurte à Baudard, le seul standardman irréprochable aujourd'hui. Beveren voulait davantage la victoire, le voilà en quart de finale de la Coupe de Belgique. Quant aux standardmen, le manque de combativité de la plupart d'entre eux, ajouté à l'exclusion de Thierry Siquet, les a boutés sans ménagement hors de la compétition. On enchaîne avec les autres résultats. Une victoire de Lokeren sur le Zwarteleu. Le football club de Malines s'est pour sa part imposé sur Tongres après prolongation de 1. Victoire du football club liégeois sur Genk 3-1. Charleroi n'a pas fait dans le détail, il a imposé 5 buts à Wavre. Alors il y avait aussi du cross-country. Vincent Rousseau a remporté la marche mondiale de la Cross Cup qui se déroulait à Ninove. Après un départ raté, le Montois s'est finalement rapproché du groupe de tête. Il a accéléré à 800 mètres de l'arrivée. Il devance donc ainsi le Kenyan Bitok. Et puis chez les dames, vous allez le voir, en l'absence de Véronique Collard, retenue par une forte grippe, la victoire est revenue à la Rwandaise Muka Murenzi. Liv Slegers est arrivé pour sa part sur la 3e marche du podium. Vous allez le voir dans un instant. Voilà, en guise de bonsoir, un rappel. Demain, la rédaction d'RTL TVI déménage et elle vous invite à passer les fêtes de Noël en direct de Saint-Hubert. Édition spéciale à 13h, à 19h, sans oublier la retransmission de la messe de minuit. Un aperçu de ces différents rendez-vous avec Benoît Vassar. Depuis que la basilique de Saint-Hubert a retrouvé son vrai visage, c'est-à-dire depuis qu'un sapin a chassé la grue qui, pendant ces 10 dernières années, a caché une partie de la façade pour cause de restauration, cette veillée de Noël est considérée comme exceptionnelle par les habitants et dans le quartier, on fête à sa manière l'édifice retrouvé. Une chance que la télévision ait un peu forcé la main à l'entrepreneur qui, dit-on ici, aurait aimé conserver sa grue jusqu'au printemps prochain. Noël n'a donc apparemment que des bons côtés. C'est ici même, au pied de la basilique de Saint-Hubert, qu'Eddie de Wilde vous présentera demain en direct à 13h et à 19h les 2 éditions du journal d'RTL. Il vous proposera dans ces mêmes éditions un certain nombre de reportages concernant Saint-Hubert et sa région. 3e point fort et apothéose de cette journée, la messe de minuit, diffusée en direct depuis la basilique. Cette retransmission débutera notamment par des sonneries de trompe à 23h50. Léon Cravatte, qui depuis 13 ans assume pieusement les fonctions cumulées de guide, gardien et sacristain de la basilique, n'avait jamais vu un tel remue-ménage dans ce qu'il considère comme sa seconde résidence. Sans lui, il est vrai, la basilique de Saint-Hubert perdrait un peu de son âme. 1, 2, 3, 4... Par chance et uniquement pour l'occasion, la chorale, normalement composée d'une dizaine de personnes, s'est gonflée de tout ce que les villages voisins comptaient de cordes vocales. Il faut bien de temps en temps rivaliser avec un orgue comme on n'en fait plus de nos jours. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bonsoir. Les uns s'arrêtent de travailler, les autres commencent. Le Père Noël a quitté sa lointaine Laponie pour un long périple qui l'amènera dans nos foyers. Je me retire donc sur la pointe des pieds et vous laissant sa compagnie. Mardi, vous retrouverez Xavier Lambrex. Je vous souhaite de passer d'excellents réveillons et je vous dis à l'an prochain. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec une excellente série policière tournée en noir et blanc. Alors entre le noir et le blanc, il y a le gris qui reste la couleur de notre météo puisque nous sommes toujours influencés, vous le voyez, par une série de changements de temps humides et doux qui nous viennent de l'Atlantique. Résultat, cette nuit, un temps couvert sur l'ensemble du pays, excepté le littoral où quelques risques de pluie restent possibles. Et dans les Ardennes, si vous prenez la voiture dans cette région du pays, soyez très prudents puisqu'on s'attend à d'importantes nappes de brume. Demain, quelques éclaircies à travers de fréquents passages nuageux au centre du pays et dans le sud. Et encore un peu de pluie à la côte cette nuit. Et demain,
Le vent sera assez fort au littoral et plutôt modéré à faible ailleurs. Voici les températures. Elles restent évidemment supérieures à la moyenne saisonnière, tout à fait positive. Cette nuit, même dans les Ardennes, 3 degrés, 7 au centre et 6 au littoral. Et demain, vous avez le thermomètre sous les yeux, 8 à la côte, 10 au centre et 6 dans le sud. Avenir météo, signé bien sûr de la plume et du regard éclairé de Jean Breton, poursuite d'un temps couvert et pluvieux, à peu de choses près toute la semaine. Et le thermomètre, vous le voyez, reste bien en forme. 10 degrés le 25 décembre, 11 et 10 par la suite, avec quand même à signaler un renforcement du vent. Merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de soirée, une très bonne nuit et à demain. La météo vous était offerte par Seb, Tefal, Calor. Vous savez ce que je fais? Je fais des frites. Avec la friteuse super cool Seb. À l'intérieur, 200 degrés. Dehors, sécurité absolue. Isolation thermique, couvercle hermétique, pas d'odeur, pas d'éclaboussure. Levier pour sortir les frites sans se brûler. Friteuse super cool Seb, 200 degrés dedans, pas dehors. C'est chaud. Seb. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Lundi, 20h20, Le Petit Baigneur avec Louis de Funès et Robert Derry. Castagnier dessine des bateaux pour l'irascible Fourchaume. Je crois qu'on n'a pas assez forcé sur le chlorhydrate de benzène. Ferme tes yeux, mon bébé. C'est un conflit permanent entre ces deux hommes jusqu'au jour où Le Petit Baigneur gagne la course de San Remo. Lundi, 20h20, Le Petit Baigneur sur RTL TVI. C'était quelques images du film que nous vous proposons pour débuter la soirée de demain. Pour l'instant, la soirée se termine avec, entre autres, un épisode du Saint. Titre de cet épisode ce soir, Un souvenir de famille.